Bah écoutez, je déclare cette séance ouverte en sonnant cette magnifique et ancienne cloche. Et pour commencer cette réunion, je voulais vraiment remercier les organisateurs parce qu'elle est dans l'actualité. Ce jour, vous avez le nouveau président de l'Académie des sciences, Alain Fischer, qui s'est exprimé sur, selon lui, les problèmes que rencontrait aujourd'hui la recherche, mais une recherche biomédicale. Il a parlé de ce qu'il connaissait. Et je l'en remercie sincèrement. Et je pense que nous sommes dans une période où, effectivement, la séance que nous avons aujourd'hui démontre que nous avons besoin d'encore plus de recherche. Et je voudrais citer Alain Aspect qui a fait, avec son prix Nobel, a été dans les médias et qui montre bien qu'on ne résoudra les problèmes actuels et à venir qu'avec plus de recherche et pas moins de recherche. Et que par ailleurs, la vérité qui sort des sciences ne relève pas de consensus sociaux, elle est autonome, elle se développe, et donc il nous faut encourager la recherche en France. Et c'est pourquoi j'avais invité la semaine dernière Jean-Pierre Bourguignon pour l'installation du bureau, qui nous avait fait aussi état de ses inquiétudes. Je pense que le rôle d'une académie comme la nôtre est aussi de réfléchir à ces questions. Et j'en veux pour preuve la séance d'aujourd'hui qui s'intitule donc « Pourquoi et comment ?» Et c'est très important d'avoir indiqué le pourquoi et le comment, car la science ouvre des questionnements. Elle ne répond pas forcément toujours au comment, mais aujourd'hui, nous avons trois regards qui vont se croiser, le point de vue du biologiste, de l'agronome et de l'améliorateur. Et c'est très important de relier ensemble des visions différentes et des approches différentes de ce que c'est que la démarche scientifique. Donc je voulais vraiment remercier la section qui s'est mobilisée pour préparer cette séance et passer tout de suite la parole à Jean-François Brillat qui va l'introduire très, très rapidement. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le secrétaire virtuel, Madame la Présidente. En fait, oui, il faut que je reprenne l'habitude. En fait, cette séance est le fruit de réflexions qui ont suivi une publication en 2021 dans le numéro 7 des notes académiques. Et cette note était intitulée « Quelle recherche agronomique pour une agriculture durable ?» et cette note était signée par Gilles Lemaire, Michel Dron et moi-même. Et cette note avait suscité en réponse un commentaire, si j'ose dire même peut-être un début de controverse, qui a été publié également dans les notes académiques par André Gallet, Yvette Daté, Bernard Le Buanec et Yves Lespinasse. Donc c'est suite à ce débat interne qu'a germé l'idée de cette séance co-organisée entre les sections 5 et section 1. Donc la partie agronomique de ces réflexions vous sera présentée par Gilles Lemaire, qui est un directeur de recherche, s'il faut le présenter, en retraite de l'INRA de Lusignan. C'est un agronome, ce sera l'agronome de service aujourd'hui. Et les travaux que va présenter Gilles Lemaire, la synthèse qu'il va présenter, a bénéficié de la collaboration avec le professeur Ciampiti, qui avait donné une conférence ici même il y a quelques mois et qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui en distanciel. Et vous pouvez le voir à l'écran. Et donc, en quelques mots, je vais vous présenter Ignacio Ciampiti, qui est un spécialiste des systèmes agricoles et de l'agriculture numérique. Il est professeur au département d'agronomie de la Kansas State University aux USA. Il a obtenu ses diplômes de bachelor et master à l'université de Buenos Aires en Argentine et son doctorat à l'université de Purdue aux USA, ce qui lui a permis d'avoir un poste de professeur ensuite dans ce pays. Son programme de recherche se concentre sur l'intégration des recherches de terrain, le développement de méthodes statistiques, l'intégration de données de télédétection et la modélisation pour comprendre les réponses des plantes à leur environnement physique en mettant l'accent sur la nutrition azotée des plantes. Le docteur Ciampiti est auteur et co-auteur de plus de 200 articles dans des revues à comité de lecture. Il a publié plusieurs articles de synthèse sur les cultures de maïs, de soja, de sorgho et de canola. Et il a été récompensé en 2022 par l'American Society of Agronomy. Il est également rédacteur technique pour Crop Science. Il fait partie des comités de rédaction pour Field Crops Research, Remote Sensing et European Journal of Agronomy, pour lequel il est également éditeur associé.
Il est aussi membre du conseil d'administration de la Crop Science Society of America. Donc, nous remercions encore une fois Ignacio de sa présence virtuelle aujourd'hui. Et donc, suite à ces aspects agronomiques, il y aura une présentation par Alain Gaujon des aspects physiologiques et biologiques. Alain est directeur de recherche à l'Institut des sciences des plantes de Montpellier, l'IPSIM. Et ensuite, nous aurons le point de vue des améliorateurs agronomes. Et ce point de vue sera présenté par Jacques Le Gouis, qui est directeur de recherche à l'INRA de Montpellier, à l'INRA de Clermont-Ferrand, dans l'unité de génétique, diversité et écophysiologie des céréales. J'ai oublié de dire qu'Alain Gaujon avait rejoint notre académie très récemment, puisqu'il a été élu membre correspondant en décembre dernier. Et je vais passer immédiatement la parole à Gilles, qui va nous présenter l'introduction de cette séance et l'aspect agronomique. Bon, alors je vais vous présenter d'abord l'organisation des séances et la nature du problème qu'on va essayer de discuter. Et ensuite, je ferai l'exposé qui me revient avec, comme co-auteur, professeur Ignacio Ciampiti. Alors, la séance, pourquoi et comment améliorer l'efficience d'utilisation des ressources nutritionnelles du sol par les cultures. Alors, donc, un débat est né entre agronomes, écophysiologistes et généticiens sur deux questions, à propos de deux questions. Une sélection pour le potentiel de production des cultures en milieu riche, favorable, permet-elle aussi d'adapter les cultures en milieu pauvre? Faut-il deux types de sélection ou suffit-il d'un seul type? Et un corollaire de cette question, l'amélioration génétique du potentiel de production des cultures est-il inséparable d'une utilisation accrue des engrais? Alors, premier point, c'est la démarche, l'approche actuelle. Ah, on n'est pas tout à fait centré, il y a une partie. Je ne sais pas pourquoi il y a un bandeau qui ne... Bon, l'approche actuelle de la fertilisation est basée sur une approche de type apport, réponse des cultures, courbe de réponse, dans lequel on voit que la plante, les cultures répondent à un apport, à une application d'engrais, mais on ignore finalement quelle est la contribution réelle du sol. Et donc on a un terme d'efficience, par exemple de l'azote ou des engrais, qui est une augmentation de la production par unité d'apport d'engrais. Et donc, on a travaillé sur ce concept depuis plus de 50 ans, avec une très forte incertitude sur les courbes de réponse, incertitude sur la production maximum, qu'on a essayé d'augmenter, et incertitude encore plus grande sur la fourniture par le sol, c'est-à-dire, vous voyez le point d'interrogation, la nourriture, la fourniture en azote du sol. Le cumul entre ces deux incertitudes fait qu'il y a une tendance à maximiser l'optimum de nutrition azotée, l'optimum d'apport, de manière à assurer l'obtention du potentiel maximum permis par les cultures. Or, tout simplement, un excès, une erreur de 20 kg d'azote supplémentaire en excès conduit dans un climat moyen, je dirais, français, inexorablement à de l'eau à plus de 50 mg par litre, pour ne prendre que cet impact environnemental. Je ne parle pas des émissions de gaz à effet de serre, de N2O dans l'atmosphère, c'est beaucoup plus faible.
en termes de quantité, mais beaucoup plus dangereux en termes de contribution. Donc on a cette incertitude à gérer et oui, c'est très embêtant qu'on ne voit pas la totalité des diapos. Alors, faut-il augmenter le potentiel des cultures et la réponse des cultures aux engrais en augmentant la production maximum, la capacité de production, ou bien diminuer l'usage des engrais à même capacité de production actuelle. Ici, il ne faut pas enlever le bandeau là. Parce que oui, voilà, très bien. Je préfère comme ça. Alors, l'approche classique, qui était l'approche de toute l'agronomie et les sciences agronomiques depuis qu'elles existent, que je qualifierais d'approche agrosystème, eh bien, c'est une approche dans laquelle on engage des causes, des actions qui produisent des causes, qui produisent des effets. Donc, on a des relations de cause à effet et on a compartimenté ces différentes actions et ces différentes étapes avec, je résume, une analyse des sols sans plantes et de l'autre côté, une analyse des plantes sans sol. Bien, mesdames, messieurs, chers confrères, donc on m'a demandé de vous parler finalement de comment on imagine que les travaux sur l'architecture racinaire des plantes peuvent contribuer à améliorer finalement l'utilisation des ressources nutritionnelles dans le sol et en particulier comment on peut exploiter la variabilité génétique de la structure, la taille et la structure du système racinaire pour atteindre cet objectif. J'aime bien cette illustration parce que c'est presque une diapositive de conclusion pour vous montrer que l'étude de l'architecture du système racinaire, c'est quelque chose de compliqué intrinsèquement et d'autant plus que c'est difficile d'accès puisque c'est dans le sol. Donc, pourquoi a-t-on besoin de développer des stratégies, notamment d'amélioration des plantes, pour améliorer l'utilisation des ressources du sol? Alors, c'est intéressant de prendre un peu de recul par rapport à ça. Si on regarde le cas de l'azote, voilà l'état du cycle de l'azote sur Terre il y a une quinzaine d'années. Bon, ça n'a pas changé. On ne va pas rentrer dans les détails, regardez juste les couleurs. Tout ce qui est en bleu sont les entrées naturelles d'azote dans le cycle, essentiellement la fixation symbiotique, donc fixation de l'azote moléculaire de l'air dans la biomasse végétale. Tout ce qui est en rouge, ce sont les entrées artificielles, les entrées anthropogéniques. Depuis la fin du siècle dernier, les entrées anthropogéniques, essentiellement les engrais, ont quantitativement dépassé les entrées naturelles. Plus de 100 millions de tonnes d'azote par an. Et donc, ça veut dire que, grosso modo, avec l'utilisation des engrais dans l'agriculture, l'homme a doublé les entrées d'azote dans le cycle au niveau terrestre. Et évidemment, ce n'est pas tellement les entrées qui posent le problème, ce sont les sorties. Et il y a deux sorties qui sont problématiques. Le nitrate qui se retrouve dans l'eau, donc la pollution des eaux par le nitrate, vous en avez tous entendu parler. Une deuxième sortie qui est de plus en plus problématique, ce sont les émissions de protoxyde d'azote, N2O dans l'atmosphère, directement liées à l'utilisation des engrais, les émissions de N2O par les sols. Ça représente 10% du total d'émissions de gaz à effet de serre d'un pays comme la France. Donc c'est quelque chose de vraiment crucial. Et donc l'objectif, comme l'a mentionné Gilles, c'est de continuer à utiliser des engrais. On va difficilement pouvoir s'en passer, mais en évitant ces fuites et donc améliorer l'efficacité d'utilisation des engrais. Alors la France n'est pas un mauvais élève au niveau international, puisque, bon, grosso modo, vous avez là à gauche, on est à environ 60-70% d'efficience d'utilisation des engrais, c'est-à-dire que 60% de ce qui est apporté globalement au niveau des engrais en France est utilisé par les cultures,
pour lesquels ces engrais sont destinés. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même 40% qui vont alimenter les fuites dont je vous parlais tout à l'heure. Pas tellement de progrès depuis 50 ans, hein, on est aux alentours de 50-60%. Alors vous voyez que ce n'est pas le cas général, hein, il y a d'autres pays qui sont beaucoup moins bons élèves, où on a en même temps que l'augmentation de l'utilisation des engrais, une diminution très marquée de leur efficacité. Ben ça vous explique pourquoi la Chine est un pays qui consacre des sommes considérables à l'étude de la nutrition azotée des plantes, parce que grosso modo, maintenant, 80% des engrais qu'ils mettent dans les champs ne sont pas utilisés par les cultures. Alors, on est sur quelque chose qui concerne l'efficience des ressources du sol. Je vais essentiellement vous parler d'azote et d'eau, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut mentionner en parlant de système racinaire, d'architecture racinaire, etc. C'est la contribution que peuvent avoir les travaux sur le système racinaire des plantes dans la lutte contre le changement climatique. Donc là, vous avez une étude qui a comparé l'efficacité respective de différentes stratégies que l'agriculture peut mettre en œuvre pour soit limiter les émissions de CO2, soit au contraire recapter le CO2 atmosphérique. Et vous voyez que ce qui est noté ici, phénotype racinaire amélioré, fait partie des stratégies les plus efficaces, estimées à environ 1 milliard de tonnes de CO2 par an. Ça fait référence au stockage de carbone dans les sols. Hein. Les racines sont la principale source de carbone pour la matière organique des sols. C'est le 4 pour 1000 de la stratégie française. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais il y a une convergence à l'heure actuelle pour justifier des travaux sur le système racinaire des plantes, améliorer l'utilisation de l'eau, des engrais et lutter contre le changement climatique par une séquestration accrue du carbone dans le sol. Bien, donc si maintenant on rentre un peu dans le vif de mon exposé, c'est-à-dire le développement et l'architecture du système racinaire, ça c'est un schéma typique que vous verrez dans beaucoup d'articles récents, hein, de la décennie qui vient de s'écouler. L'objectif c'est ça, c'est d'avoir de nouvelles variétés avec des systèmes racinaires beaucoup plus développés, de manière à augmenter l'efficience de prélèvement des minéraux, en particulier l'azote, l'eau, mais aussi injecter beaucoup plus de carbone dans le sol pour améliorer la séquestration continentale du carbone. Donc il y a des gros projets qui se développent au niveau international pour passer de la plante de gauche à la plante de droite, grosso modo. La sélection végétale a beaucoup travaillé sur les parties aériennes. Les racines ont été un peu oubliées. Maintenant, on est dans une phase de correction par rapport à ça. Alors, là, vous voyez une augmentation considérable de la taille du système racinaire. Je vais vous donner quelques illustrations de ce qui se fait en biologie végétale à l'heure actuelle, et notamment pour vous expliquer pourquoi, puisque la taille, c'est l'architecture du système racinaire qui est importante. Donc là, vous avez une illustration de la variabilité que peut recouvrir l'architecture du système racinaire chez de jeunes plantules d'Arabidopsis thaliana, l'espèce modèle. Donc là, cultivé sur gélose, donc on est typiquement dans les plantes sans sol que Gilles évoquait. Et vous voyez qu'en fonction de la variation en alimentation en azote, plus ou moins d'azote ou différentes formes d'azote, on peut avoir une architecture racinaire totalement différente. Alors ça, c'est une architecture racinaire typique de dicotylédone, une racine primaire qui descend, et puis de nombreuses racines latérales qui émergent à partir de cette racine primaire. Il peut y avoir aussi des racines latérales secondaires qui sont formées sur les racines latérales primaires, etc. Bon, mais vous voyez qu'en fonction de la concentration d'azote que l'on met, on peut avoir des architectures racinaires extrêmement différentes. La plante a une capacité très importante, et ça c'est vrai pour toutes les espèces, à modifier son développement racinaire pour répondre aux variations de disponibilité des éléments minéraux dans le sol. Mais ça, malheureusement, c'est spécifique du nutriment. C'est-à-dire qu'une variation en potassium ou en phosphore va avoir un effet aussi sur l'architecture racinaire, mais totalement différent de celui qui est illustré là pour l'azote. D'ailleurs, vous voyez sur les deux, ici à gauche, qu'on fournisse l'azote sous forme de nitrate ou d'ammonium, c'est le même élément, l'azote, mais comme il n'est pas sous la même forme chimique, on a une réponse de la plante en termes d'architecture racinaire qui est déjà différente.
Donc ça, c'est un élément vraiment important à comprendre. Les plantes ont la capacité vraiment spectaculaire à modifier le développement de leurs racines pour s'adapter à ce qui est disponible dans le sol. Ça contribue notamment à ce qu'expliquait Gilles, c'est que la plante est capable de déterminer finalement son propre prélèvement indépendamment de ce qui est disponible dans le sol. Alors une chose qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a également une très forte variabilité génétique de cette architecture racinaire. Donc là, vous avez différents génotypes d'Arabidopsis cultivés dans les mêmes conditions. Et vous voyez que, alors que toutes ces plantes-là sont nourries de la même manière, ben en fonction de leur génome, de leur génotype, elles ont des architectures racinaires qui peuvent être très différentes. Et là, vous percevez tout de suite une des difficultés de la chose quand on veut exploiter la variabilité génétique, c'est que la variabilité de réponse à l'environnement peut être encore plus importante que la variabilité génétique, et que le croisement des deux est quelque chose qui est complexe à étudier. Bien, je vais, dans la suite de ma présentation, juste faire un focus sur la profondeur d'enracinement. Vous voyez que l'architecture racinaire, ça peut être compliqué, nombre de racines, longueur de racines, densité de racines latérales, etc. Juste 2-3 illustrations sur les travaux qui se font sur la profondeur d'enracinement. Pourquoi? Les biologistes travaillent pour essayer de développer des variétés à système racinaire plus profond. Alors, la première raison, c'est l'accès aux nutriments et à l'eau. Alors en fin de cycle, c'est important de le préciser, tous les nutriments et l'eau qui étaient disponibles en surface au niveau du sol ont déjà été en grande partie prélevés par les plantes qui ont poussé. Et donc l'eau descend dans le sol, un certain nombre de nutriments mobiles tels que le nitrate, le sulfate, eux aussi descendent dans le sol. Et si on veut que les plantes prélèvent l'eau, l'azote, le soufre qui se retrouvent disponibles en profondeur, il faut agrandir finalement la profondeur d'enracinement. L'autre raison est liée aussi au stockage du carbone dans le sol, c'est que plus le carbone est profond dans le sol, plus il est stable. Déjà, dès qu'on descend en profondeur, il y a beaucoup moins de carbone qu'en surface, donc les sols peuvent en stocker davantage, mais surtout, ils y restent beaucoup plus longtemps. Vous voyez sur le schéma de droite que si vous descendez à 50 cm, dans le cas de l'étude là, la grande majorité du carbone est déjà plus âgé que 100 ans. Voilà. Donc vous creusez dans votre jardin 50 cm, vous allez trouver du carbone bien plus vieux que vous. Et donc l'objectif pour stocker du carbone dans le sol, c'est qu'il y reste longtemps, c'est qu'il ne reparte pas dans l'atmosphère sous forme de CO2. Et donc plus le système racinaire est profond, plus le carbone que ce système racinaire injectera dans les sols, il sera stabilisé pour de longues durées. Alors comment on étudie ça? Alors quelques illustrations chez le maïs. Travaux d'une équipe américaine, ils ont simplement étudié un panel de variétés de maïs qui diffèrent par le nombre de racines coronaires. Alors chez le maïs, il y a différents types de racines, mais les racines coronaires, c'est celles qui émergent à partir de la base de la tige et qui donc descendent dans le sol. Et donc, un certain nombre de génotypes qui ont un nombre différent de racines coronaires, grosso modo entre 20 et 45 racines suivant les génotypes. Et là, vous avez la réponse de ces génotypes à un stress hydrique ou à une alimentation en azote limitante. Et ce qu'on voit très bien sur ces deux courbes, c'est que ce sont les variétés qui ont le plus petit nombre de racines coronaires qui résistent le mieux à la sécheresse et au manque d'azote. Donc vous voyez ici, les génotypes à 25 racines coronaires conservent 70% du rendement en stress hydrique par rapport aux plantes correctement irriguées, alors que les génotypes qui ont 45 racines coronaires perdent 70% du rendement, ne conservent que 30% du rendement par rapport aux plantes correctement irriguées. Donc l'effet est très fort et on a exactement la même chose sur l'azote. Donc là, c'est un peu contre-intuitif. Je vous dis, on travaille pour avoir des plantes à système racinaire plus développées, et là, les résultats, c'est moins de racines
plus les plantes sont performantes. L'explication, c'est que les génotypes qui ont peu de racines coronaires ont des systèmes racinaires plus profonds. Les racines sont moins nombreuses, mais elles s'allongent davantage, descendent plus bas dans le sol. Vous voyez ici la comparaison, hein. Beaucoup de racines coronaires, peu de racines coronaires. Les systèmes racinaires sont beaucoup plus profonds quand il y a peu de racines coronaires, et donc les plantes sont capables d'absorber l'azote et l'eau qui est en profondeur dans le sol. Moins elles ont de racines, plus elles vont puiser ces ressources en profondeur. Donc vous voyez là aussi c'est assez spectaculaire. Pour les maïs qui n'ont que 25 racines coronaires, la profondeur d'enracinement, c'est-à-dire la profondeur où on va trouver 90% des racines au-dessus de cette profondeur, c'est de 60 cm, alors que pour celles qui ont 45 racines, ben ça s'arrête à 30 cm. Voilà, ça c'est des travaux qui illustrent très bien l'importance de l'architecture par rapport à la taille, et notamment le rôle de la profondeur d'enracinement. Donc, puisque le travail était parti de génotypes différents, ça veut dire qu'il y a des différences génotypiques et qu'il y a des gènes derrière. Alors, qu'est-ce que les gens font pour identifier ces gènes? Alors, des études dites de GWAS, donc Genome Wide Association Studies, qui consistent à utiliser un grand nombre de variétés. Dans le cas de l'exemple ici, il y a presque 500 variétés de maïs, dont on connaît suffisamment de choses au niveau du génome pour être capable de faire une relation statistique entre le polymorphisme génétique qu'il va y avoir sur certains gènes et la variabilité phénotypique du système racinaire. On est capable de dire, les systèmes racinaires de ces différentes variétés ne sont pas les mêmes, et statistiquement, c'est la variation de tel ou tel gène qui en explique une partie. Et donc là, vous avez des travaux qui ont concerné l'angle de croissance des racines, c'est-à-dire au niveau des racines coronaires du maïs, l'angle que la croissance des racines prend par rapport à l'horizontale, ce qui est indiqué ici en rouge. Donc vous avez une grande variabilité génétique de cet angle, qui peut varier de 30 à 80 degrés facilement, et donc vous avez en bas l'illustration de cette variabilité entre des variétés qui ont un système racinaire très superficiel parce que les racines poussent presque à l'horizontale, ou des variétés qui ont des systèmes racinaires profonds parce que les racines poussent à la verticale et donc descendent dans le sol. Et ça permet d'identifier un gène, c'est juste un exemple. Pas la peine de rentrer dans le détail de la fonction de ce gène, c'est une protéine kinase devant l'indication, on ne sait pas bien ce qu'elle fait, mais elle explique la variabilité d'angle de croissance des racines. En fait, cette protéine-là favorise la croissance horizontale des racines, donc les systèmes racinaires superficiels. C'est illustré chez le mutant, dépourvu de ce gène, qui, vous le voyez, a un système racinaire beaucoup plus étroit, les racines poussent beaucoup plus à la verticale. Et donc ce mutant, en cohérence avec ce que je vous disais tout à l'heure, un système d'alimentation faible en azote maintient une croissance et une absorption d'azote supérieure au sauvage, tout simplement parce qu'il a un système racinaire plus profond. C'est l'interprétation que l'on en fait, parce que là, c'est juste l'arrachage de la partie supérieure du maïs, ça a été fait au champ, qui permet de vérifier que l'angle de croissance est beaucoup plus vertical. Donc l'interprétation, c'est que le système racinaire sera plus profond, mais le système racinaire de ces plantes-là, il est resté dans le sol, parce que justement il était profond, donc il n'a pas été accessible. Mais c'est une autre illustration de la manière dont on peut identifier des gènes qui gouvernent finalement la profondeur d'enracinement et de leur impact sur la réponse à une faible alimentation. Alors, quid des mécanismes? Je vais essayer d'aller vite. Là, le cas précédent, on avait identifié une protéine qui contrôle la profondeur d'enracinement, mais on ne sait pas ce qu'elle fait. Mais le mécanisme qui fait que les racines poussent vers le bas, on le connaît. Ça se passe tout à la pointe des racines, dans une zone qui s'appelle la columelle, où des amyloplastes, des grains d'amidon, sédimentent en fonction de la gravité dans la cellule, comme des cerises dans un clafoutis trop liquide. Et cette sédimentation
va modifier le flux de l'hormone auxine dans la racine et va créer un déséquilibre. En fait, l'auxine va circuler davantage vers la partie basse de la racine que vers la partie supérieure. Ça crée une accumulation d'auxine dans la partie inférieure de la racine, que vous voyez ici avec un marqueur fluorescent d'auxine. Comme l'auxine inhibe l'élongation cellulaire, l'accumulation d'auxine dans la partie inférieure de la racine va empêcher ces cellules-là de s'allonger. Sur la partie supérieure, il n'y a pas d'auxine, les cellules vont s'allonger. Mécaniquement, ça va courber la racine et ça va la faire pousser vers le bas. Et donc d'autres travaux ont permis d'identifier des acteurs moléculaires qui participent à ce flux d'auxine déséquilibré entre le haut et le bas de la racine, dont notamment un transporteur d'auxine qui s'appelle PIN4, qui lui s'oppose à ça. En fait, il rééquilibre les flux et fait pousser les racines à l'horizontale. Et donc là encore, une illustration rapide d'un travail de génétique pour étudier la variabilité d'angle de croissance des racines et d'identifier des gènes qui contrôlent cette variabilité. En l'occurrence là, c'est une protéine qui gouverne l'expression de ce transporteur PIN4, hein, que vous voyez ici fluorescente. Bon, pour aller vite, cette protéine-là, exo 70A3, peu importe ce qu'elle fait, en fait, favorise la croissance en horizontale, donc les systèmes racinaires superficiels. Le mutant de cette protéine a un système racinaire beaucoup plus profond, beaucoup plus vertical. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les populations naturelles d'Arabidopsis, ce gène n'est pas présent sous la même forme. Il y a plusieurs variants, et notamment un variant du gène qui est illustré ici, qui fait un système racinaire superficiel, un autre variant du gène présent chez d'autres accessions qui fait un système racinaire profond. Et ces différentes accessions ont été testées par rapport à la résistance au stress hydrique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les variétés à système racinaire superficiel qui résistent le mieux, parce que, en fait, ce gène-là se retrouve dans des accessions qui, au niveau mondial, sont présentes dans des zones arides, où il pleut quand même régulièrement, mais pas beaucoup. Et donc, dans ces conditions-là, l'eau reste en surface, elle n'a pas le temps de descendre en profondeur dans le sol avant de s'évaporer, et ce sont les variétés à système racinaire superficiel qui ont la capacité d'utiliser cette eau qui arrive fréquemment, mais en très petite quantité, et de l'utiliser avant qu'elle ne s'évapore. Donc vous voyez que ce n'est pas si évident que ça, et que les travaux sur l'architecture racinaire par rapport à l'architecture racinaire nous indiquent que la plante idéale n'existe pas. Je vous ai parlé des avantages d'un système racinaire profond. Dans certaines conditions, les plantes qui ont un système racinaire profond sont désavantagées. Par exemple, lorsque l'eau reste en surface et ne descend pas. Par exemple, pour absorber le phosphore qui lui est immobile dans le sol et reste dans les horizons superficiels, il faut des plantes à système racinaire superficiel. Pour le potassium, c'est quelque chose d'intermédiaire entre les deux. Donc, ce n'est pas possible avec une seule architecture racinaire d'avoir une plante qui va être efficace pour tous les minéraux et pour répondre à toutes les contraintes nutritionnelles, que ce soit de l'eau ou des minéraux. Comment on s'en sort? Alors, il y a plusieurs stratégies. La première, c'est d'avoir des variétés hyper spécialisées. Okay, on veut des plantes à système racinaire très profond pour stocker du carbone dans le sol, pour les zones où l'eau est en profondeur. Très bien. Vous voyez que là, on ne va pas couvrir tous les besoins de l'agriculture avec de telles variétés. Une stratégie alternative, c'est d'avoir un mélange de variétés, de mélanger dans un champ des variétés qui ont un système racinaire profond. Puis si jamais il y a une contrainte liée à l'accès à l'eau en surface, par exemple, elles seront capables de le prélever au fond. À côté d'elles, des copines, entre guillemets, à système racinaire superficiel, qui, elles, vont être efficaces dans d'autres conditions. Donc on mélange les différents phénotypes racinaires et on a une réponse finalement qu'on peut espérer adapter au moins pour une partie des plantes qui ont le phénotype nécessaire.
Alors, autre stratégie qui est pas mal défendue par les gens qui disent eh ben, si on veut des systèmes racinaires plus développés, stocker du carbone dans le sol, il faut augmenter la photosynthèse. Il faut augmenter l'entrée de carbone dans la plante, sinon tout le carbone qui ira dans les racines pénalisera le rendement. Et là, avec une capacité photosynthétique accrue, il y a des travaux qui montrent qu'on peut à la fois favoriser le développement profond du système racinaire et le développement superficiel. Si on met plus de carbone, on peut améliorer l'exploration du sol dans toutes les directions. Dernière stratégie, je vous ai montré la variabilité de réponse aux variations d'azote dans le sol. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas la peine de chercher des variétés à système racinaire parfait. Ce qu'on doit faire, c'est chercher des variétés qui sont plus capables qu'avant de s'adapter aux contraintes, puisque les plantes ont la capacité de s'adapter aux différentes contraintes. Augmentons cette capacité d'adaptation, et là, on aura une réponse universelle. Bon, pour des raisons que je ne vais pas détailler, c'est pas si simple. Alors, je vais quand même détailler juste 2 minutes les problèmes. Vous avez vu, l'architecture racinaire, c'est déjà en soi assez compliqué, d'autant plus compliqué que ça se passe dans le sol et qu'il n'y a pas accès. Et donc là, vous avez un panel de différentes méthodes qui sont utilisées par les chercheurs pour étudier l'architecture racinaire. Alors, les plantes sans sol de Gilles à gauche, hein, celles que nous, sur lesquelles on travaille à Montpellier, dans des boîtes de pétri sur gélose. Alors là, l'avantage, c'est qu'on a accès à la totalité du système racinaire. On peut faire des calculs très très pointus en termes de densité. On peut aller au niveau microscopique, voir les mécanismes, etc. Mais ça ne représente pas forcément ce qu'il y a dans le sol. Une version un tout petit peu plus élaborée, c'est ce qu'on appelle les rhizotubes, ce qu'il y a dans la plateforme de phénotypage racinaire à l'INRAE de Dijon, où là, on peut toujours, avec une visibilité sur le système racinaire, hein, c'est une vitre, donc on peut photographier l'ensemble du système racinaire, mais au milieu, il peut y avoir du sol, il peut y avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Quelque chose qui se développe beaucoup, c'est la tomographie rayon X, où là, les plantes sont dans le sol, et on prend différentes radiographies, finalement, par exemple d'un tube sur lequel sont cultivées les plantes dans du sol, et donc on fait tourner ça à 360 degrés, et par ordinateur, on reconstitue des images 3D du système racinaire, ce qui n'est pas possible à faire avec les deux autres là, approches qui sont par définition en 2 dimensions. Donc on peut avoir des reconstitutions 3D de systèmes racinaires de plantes cultivées dans le sol. Le seul problème, c'est que ça coûte très cher, et là, pas question d'avoir du haut débit, c'est des temps d'acquisition bien trop longs. On ne peut pas screener 500 variétés avec cette méthode-là. Et puis, alors ce que je vous ai montré sur le maïs au champ, ce qui s'appelle le shovelomics, ça vient du mot anglais shovel, qui c'est la bêche. On bêche à grande cadence, là on peut faire 500 variétés, mais on ne récupère que le haut du système racinaire, bon, qui permet quand même de faire des travaux intéressants, hein, les mesures d'angle, etc. Mais on n'est pas certain du tout que cette petite partie-là est vraiment représentative de l'ensemble du système racinaire. Comment on s'en sort avec cette grosse difficulté d'accès au système racinaire? Première stratégie que les gens emploient, c'est qu'ils criblent différentes variétés avec les systèmes simples, ils font un classement, variétés plus ou moins efficaces, et puis ils les mettent au champ, ils vérifient si le classement de rendement au champ correspond au classement d'efficacité du système racinaire en conditions artificielles. Et des fois, ça marche pas mal. Ça veut dire qu'on peut faire un pré-screen de variétés sur des systèmes artificiels, on arrive quand même à avoir des mesures d'efficacité qui sont réalistes au champ. Deuxième chose, ce que je vous ai brièvement illustré tout à l'heure, quand il y a de la variabilité génétique, il y a des différentes versions de gènes. Si on trouve qu'une version de gène est présente dans des variétés naturelles qu'on retrouve dans des zones arides, par exemple, là, ça a une signification. Ça veut dire que, très concrètement, la sélection naturelle a fait son effet et que ce variant de ce gène-là, vraisemblablement, donne un avantage sélectif aux variétés dans ces conditions pédoclimatiques-là. Alors, ce qui est caché, c'est comprendre le mécanisme. Je vous ai montré l'histoire des stratolites et là, le fluoxyne. Ça, c'est un mécanisme qui explique l'angle de croissance des racines chez toutes les espèces, quel que soit leur âge. Donc, si on a un gène qui touche ce cœur de mécanisme-là, même si on l'a identifié en laboratoire, on est sûr que ça se passera de la même chose sur des plantes adultes au champ.
Dernier point, je ne vais pas détailler, interroger les parties aériennes. Un certain nombre de mécanismes qui contrôlent notamment la profondeur d'enracinement passent par une boucle de signalisation au niveau des parties aériennes. Les parties aériennes, on y a accès. Si on identifie les gènes des parties aériennes qui déterminent la profondeur d'enracinement des racines, on y a beaucoup plus facilement accès qu'au niveau des parties aériennes. Voilà, donc en conclusion, l'architecture racinaire, c'est l'architecture racinaire, plus que la taille du système racinaire, qui est un déterminant majeur de l'efficacité d'utilisation des ressources du sol. Ça peut être vrai aussi, de manière un peu moins marquée, pour le stockage du carbone dans le sol. La difficulté, c'est que cette architecture présente une forte variabilité génétique naturelle qu'on peut exploiter, mais les conditions du milieu ont souvent un effet encore plus fort que le génotype, ce qui fait que si on ne contrôle pas bien les conditions du milieu, la sélection génotypique ne veut pas dire grand-chose. On a maintenant au niveau mécanistique un grand nombre de gènes, je vous en ai parlé juste de deux là, mais qui déterminent l'architecture du système racinaire, et donc de nombreux mutants transformants des ressources génétiques qui attendent en fait d'être exploités à ce niveau-là. Alors ce qu'on appelle la définition des idéotypes, c'est-à-dire l'architecture racinaire idéale, c'est complexe. Vous avez vu qu'une architecture racinaire peut être adaptée dans certaines conditions, mais pas du tout dans d'autres, et il y a beaucoup de débats encore à ce sujet. Le phénotypage du système racinaire en conditions agronomiques reste un verrou méthodologique vraiment très, très sérieux. Et puis la phrase du bas, c'est qu'il est urgent de coupler les travaux par rapport à l'efficience d'utilisation de l'eau, de l'azote et le stockage du carbone dans les sols sur les travaux concernant l'architecture racinaire, puisque je vous ai indiqué que ça pouvait être les deux sorties qui sont pertinentes par rapport à ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci infiniment. On va tout de suite passer la parole au commandant l'améliorateur. Bonjour à tous. Donc, je vais vous reparler de l'efficacité d'utilisation de l'azote, donc en prenant l'exemple de travaux qui ont été réalisés sur le béton. Donc, je vais à la fois vous parler de variabilité génétique et de progrès génétique sur cette espèce. Donc, pour cela, je vais utiliser en fait des notions qui viennent de ce que Gilles a appelé l'ancien paradigme. Et je vais aussi utiliser des notions donc, du nouveau paradigme. Donc pour commencer, ah oui, je suis pas en prédiction, c'est ça maintenant. En bas, en gauche, c'est à côté. C'est ça, c'est. Ok, merci. Donc simplement, au départ, quelques graphiques pour vous représenter en fait qu'est-ce que la croissance du blé et ses besoins en azote. Donc là, vous avez une courbe de croissance du blé qui est classiquement en France semé en octobre-novembre, récolté en juillet, avec des besoins dans les premières phases qui sont relativement faibles. Vous avez à peu près 50 kg d'azote par hectare qui sont nécessaires au départ. Et après, des besoins qui vont très fortement augmenter, donc au printemps, pour être de 60 à 120 kg d'azote par hectare. Et après, des besoins en fin de croissance qui vont être aussi assez importants. Après, ça a déjà été mentionné. En fait, si les apports d'azote sont faits relativement tôt, souvent la valorisation est plus faible. Vous voyez que ça tourne autour de 60%. Par contre, l'engrais qui est apporté plus tardivement va être plus efficace. Il y a des enquêtes qui sont réalisées régulièrement auprès des agriculteurs. Donc, là, simplement pour vous donner quelques chiffres. Et donc, en France, il y a à peu près 98%, ça veut dire à peu près 100% des surfaces en blé qui bénéficient d'un apport d'azote minéral. Et environ, en moyenne, c'est à peu près 160 kg d'azote par hectare et par an qui sont appliqués. C'est principalement de l'azote minéral, en fait, il y a un peu d'azote sous forme organique, donc de fumier notamment qui est apporté à peu près 10 kg. Il y a une très grande majorité maintenant des agriculteurs qui utilisent des méthodes de pilotage, ce qui leur permet de mieux connaître les quantités à apporter et les périodes auxquelles apporter cet engrais. Et généralement, donc, l'engrais est apporté en 2 ou 3 apports. Donc Gilles l'a déjà représenté, hein. C'est très connu depuis longtemps, il y a des courbes de réponse à l'azote. Ça veut dire que quand on apporte de l'azote,
on va augmenter le rendement jusqu'à un rendement maximum. Et après, quand on dépasse ce point-là, si on apporte de l'azote, donc il ne va plus être valorisé sous forme de rendement, il peut causer des problèmes environnementaux. Donc ça c'est pour l'azote, donc pour le rendement par exemple. Mais il existe à peu près le même type de courbe de réponse pour la concentration en protéines. Et pour le blé tendre, la concentration en protéines est vraiment un critère très important, puisque ça va être lié à la qualité d'utilisation, et notamment pour la panification ou pour l'export. Donc vous voyez que c'est à peu près le même type de courbe de réponse. Hein. Souvent c'est un peu plus linéaire et bon, si on continue à apporter de l'azote, on aurait aussi un plateau. Et vous voyez aussi que c'est un peu décalé par rapport au rendement, c'est-à-dire que quand on continue à apporter de l'azote, on va augmenter la teneur en protéines sans augmenter le rendement. Donc après, je vais présenter maintenant trois notions que je vais utiliser. Tout ce qui est efficacité d'utilisation de l'azote, donc Gilles en a parlé relativement rapidement, là je vous le expliquerai un peu plus. Je vais aussi reparler un peu de l'INN, et là je vais être très rapide parce que Gilles vous a déjà tout présenté. Et je vous représenterai une troisième notion qu'on appelle le GPD, qui est un écart à la relation négative rendement-teneur en protéines, et là je passerai un peu plus de temps là-dessus. Donc simplement sur l'efficacité d'utilisation de l'azote, c'est quelque chose qui a beaucoup été utilisé en amélioration des plantes hein, depuis assez longtemps. Donc pour ça, il faut avoir accès à trois données qui sont le rendement en grains et le rendement en protéines, la quantité d'azote absorbée et l'azote disponible. Donc Gilles a dit en effet que l'azote disponible c'est très difficile à estimer parce que ça dépend de pas mal de choses et quelque chose qui est dynamique aussi. Voilà, et ça correspond à la fois à l'azote qui est dans le sol et l'azote qui est apporté par l'engrais. Donc ça, très rapidement sur les racines, en fait, un très grand nombre d'études ne considèrent pas l'azote qui est présent dans les racines. Puisque Alain l'a dit, c'est quand même très difficile à mesurer au champ. Donc dans la majorité des cas, quand on fait des calculs d'efficacité d'utilisation de l'azote, on ne tient pas compte de l'azote qui est présent dans les racines. Par contre, il y a un certain nombre d'études qui ont montré qu'en effet, il y a de l'azote dans les racines, mais que celui-ci est relativement faible si on le compare à l'azote total. Donc vous avez des chiffres à peu près là. Vous voyez qu'à floraison, ça représente à peu près 8% de l'azote total, et à maturité à peu près 4%. Et en fait, si on ne tient pas compte, les classements qu'on peut effectuer sont relativement équivalents. Donc ça veut dire que même si les racines sont très importantes pour l'acquisition de l'eau ou de l'azote, après on peut les négliger si on fait des calculs d'efficience. Donc après Gilles l'a présenté, hein, on calcule souvent une efficacité d'absorption de l'azote, hein, si je pars du bas, c'est l'azote absorbé par rapport à l'azote qui est disponible, une efficacité de conversion, donc c'est le rendement par rapport à l'azote absorbé, et l'efficacité d'utilisation, hein, qui est la multiplication des deux, c'est un rendement par rapport à l'azote disponible. Donc simplement pour vous donner quelques chiffres, mais là aussi Alain l'a présenté, si on prend des valeurs moyennes en fonction d'un certain nombre de pays, là donc vous avez la France, le Royaume-Uni et la Chine, vous avez les différentes valeurs qui sont nécessaires pour calculer ces efficacités. Donc le rendement, la concentration en protéines, l'indice de récolte de l'azote, qui est la quantité d'azote présent dans les grains par rapport à l'azote total, le NHI, l'azote sol et l'azote apporté par les fertilisations en moyenne. Donc là, c'est les chiffres moyens, qui datent d'une dizaine d'années, mais je ne pense pas que c'est beaucoup évolué. Donc voilà ce que ça donne si on calcule maintenant les efficacités pour ces trois pays. Vous voyez qu'en France ou en Angleterre, c'est très semblable. Donc Alain l'avait mentionné, en moyenne, on est à peu près à 65 à 70% d'absorption d'azote, ce qui est déjà très élevé. Alors, par exemple, en Chine, on est plutôt autour de 30%. Et on voit que pour 1 kg d'azote disponible, on produit à peu près 24 kg de grains ou 4 kg de protéines. Et on produit à peu près 36 kg de grains par kilo d'azote qui est absorbé. Donc là, c'est simplement pour vous donner un peu des chiffres, pour vous donner des idées sur ce qui se passe. Donc après, l'indice de nutrition azotée, bon, Gilles vous l'a présenté. Donc il existe des courbes qui sont disponibles pour le blé depuis très longtemps. Et donc en faisant une comparaison entre la mesure qu'on fait sur une culture, donc qui est en vert ici, et la courbe de critique de l'azote, on peut estimer donc, le statut azoté de la culture. Donc là, je passe relativement rapidement. S'il y a quelque chose que je voulais mentionner quand même, par contre, c'est que sur le blé, on utilise ces courbes jusqu'à floraison, ou peu après floraison. Parce qu'après floraison, il y a le grain qui va croître et accumuler de l'azote, et donc ça
ce type de courbe n'est plus adapté vraiment à ce qui se passe après floraison. Et c'est quand même, il se passe beaucoup de choses après floraison. Donc le dernier point, c'est ce que je vais parler, c'est ce qu'on appelle le GPD, donc l'écart à la relation négative rendement teneur en protéines. Donc vous avez ici à gauche une courbe classique qui vous met en relation le rendement en grains, donc qui est sur l'axe des X, et la concentration en protéines sur l'axe des Y, donc pour le blé. Et donc vous voyez qu'il y a une corrélation négative qui est relativement forte. Et donc quand on augmente le rendement, on va avoir tendance à diminuer la concentration en protéines. Donc là, chaque point est une variété différente. Hein. Donc c'est vraiment un effet génétique. Donc c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Hein. Il existe des références qui sont assez anciennes. Donc là, je l'ai mis l'illustration pour le blé, mais ça existe pour de très nombreuses espèces et d'autres graminées et d'autres composants. Hein. Ça peut être par exemple la teneur en huile chez le colza ou le tournesol. Sur le blé, il y a des études qui ont été conduites avec des très grands jeux de données et on voit qu'en moyenne, c'est à peu près 50% de la variabilité de la teneur en protéines qui est expliquée par la variabilité sur le rendement. Donc les R2 de ces relations sont autour de 50%. Et ce qu'il a été aussi montré, c'est que la pente de cette relation fait que si on augmente le rendement environ d'1 tonne par hectare, on va faire baisser la concentration en protéines de 1 point. Donc là aussi, il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. Voilà, donc ce qu'on appelle le GPD, hein, maintenant, qui est une notion qui est assez répandue en amélioration des plantes sur le blé, ça correspond à Grain Protein Deviation, et donc c'est vraiment cet écart de la concentration en protéines quand on considère un rendement en grain équivalent. La façon dont on le calcule, hein, c'est on a fait un écart à la régression. Donc voilà, là vous avez la régression et les différents points, et quand on fait l'écart à la régression, on calcule ce GPD, ce qui permet d'avoir des classements qui sont différents. Et depuis quelques années, en fait, ce GPD est utilisé à l'inscription des variétés de blé en France. Et donc il y a un bonus qui est appliqué aux variétés qui sont ce qu'on appelle GPD+. Et depuis quelques années, maintenant, il y a un malus qui est appliqué aux variétés qu'on appelle GPD-. Donc c'est un critère qui est pris en compte à la sélection des variétés et qui, pour moi, correspond bien à une efficacité d'utilisation de l'azote pour produire à même niveau de rendement plus de protéines. Donc il a été montré qu'il existait bien une variabilité génétique pour ce GPD. Donc vous l'avez un exemple avec une vingtaine de variétés qui ont été cultivées dans une vingtaine d'environnements différents. Et donc vous voyez que les variétés qui sont à ce niveau-là vont être classiquement toujours GPD-, donc toujours avoir une teneur en protéines inférieure à ce qu'on attend avec la relation avec le rendement. Et d'autres qui sont GPD+, qui sont toujours GPD+, donc toujours avec une teneur en protéines supérieure. Et la gamme de variation, c'est plus ou moins 1 point ou plus ou moins 2 points, ça dépend des conditions. Donc ce qu'on a montré avec différentes études, c'est que cette notion de GP2, il y avait bien une interaction avec l'environnement, mais qu'elle était quand même stable. Donc vous avez ici ce GPD calculé à fort niveau d'azote et à faible niveau d'azote pour une vingtaine de variétés. Et vous voyez que la corrélation est quand même relativement forte. Ça veut dire que les variétés qui sont GPD+, à fort niveau d'azote seront aussi GPD+, à faible niveau d'azote. Et donc c'est aussi le cas, par exemple, là, en deux conditions, une condition à faible niveau d'intrant, et ici, et une condition à fort niveau d'intrant. Pareil, on voit ces corrélations très fortes entre les deux GPD. Et dernière chose, c'est deux systèmes de culture un peu différents. Donc là, vous avez un système en agriculture biologique, et ici un système à faible niveau d'intrant, qui est un peu différent. Et pareil, on voit que le comportement de ces variétés est conservé en fonction des différents systèmes de culture. Donc on a simplement fait passer assez vite là-dessus, mais on a essayé de comprendre qu'est-ce qui expliquait au niveau de l'utilisation de l'azote par la plante ces différences de GPD. Et donc il faut savoir que pour le blé, l'azote qui est dans le grain à maturité provient de deux origines. C'est soit de l'azote qui est absorbé avant floraison, qui est stocké dans les parties végétatives et ensuite qui est remobilisé dans le grain. C'est ce qu'on appelle la remobilisation. Et ça correspond à peu près à 60 à 90% de l'azote du grain. Et par contre, il y a à peu près de 10 à 40% de l'azote qui est absorbé après floraison et donc qui va se retrouver dans le grain. Donc il y a vraiment une séparation entre ces deux phénomènes.
Et ce qu'on a remarqué, c'est que le GPD dont je vous ai parlé n'est pas du tout corrélé, au moins dans nos conditions, à la quantité d'azote qui est remobilisée. Il est plus corrélé à la quantité d'azote qui est absorbée après floraison. Donc, qui explique qu'il y a certaines stratégies de fertilisation où on va chercher à apporter l'azote relativement tardivement pour augmenter donc, la concentration en protéines du grain et se geler. Maintenant, je vais vous parler un peu plus des études qu'on a faites sur le progrès génétique. Et donc, pour cela, en fait, on a utilisé ce qu'on appelle des collections ou des panels de variétés qui ont été inscrites donc, en France ou en Europe du Nord à différentes périodes. Donc là, je vais vous présenter des études où des variétés qui ont été inscrites depuis les années 90 jusqu'aux années 2010 ont été comparées dans les mêmes conditions. Donc il y a à peu près 200 variétés différentes qui proviennent d'obtenteurs différents. Donc, vous avez ici un certain nombre d'obtenteurs qui inscrivent des variétés en France. Par contre, il existe des classes de qualité sur blé en France. Et donc Gilles l'a mentionné, ces classes de qualité vont avoir des impacts sur la teneur en protéines et comme je l'ai dit, ça va impacter donc, la quantité d'azote dans le grain. Ces classes de qualité, il y en a plusieurs. Hein, mais BAF, c'est ce qu'on appelle des blés améliorants, qui ont souvent des fortes teneurs en protéines. Les BPS, c'est les blés qu'on appelle panifiables supérieurs, qui sont les blés les plus couramment utilisés et inscrits en France. Et vous voyez qu'ils ont des teneurs en protéines un peu plus faibles que les BAF, mais quand même assez fortes. Et on descend jusqu'à ce qu'on appelle les BAU, en fait, qui sont des blés non panifiables, ou blés pour autres usages, et eux sur lesquels il n'y a pas de sélection en fait, sur la teneur en protéines. Et donc vous voyez que c'est souvent des blés à fort rendement, mais à faible teneur en protéines. Et donc si on fait des comparaisons, on est obligé de tenir compte de ces classes, sinon on risque de confondre en effet sélection pour la concentration en protéines et donc efficacité et utilisation d'azote. Donc voilà, donc ce panel dont je vous ai parlé, 200 variétés, on l'a cultivé dans un réseau d'expérimentation à 2 niveaux de fertilisation azotée. Donc vous avez ici en bleu à fort niveau d'azote et en rouge à faible niveau d'azote, où on avait en fait retiré 100 kg d'azote par hectare. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un progrès génétique pour le rendement, c'est connu depuis longtemps, et il n'y a pas, à notre connaissance, de ralentissement de ce progrès génétique. On est à peu près sur toujours les mêmes pentes. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que les pentes sont relativement identiques pour le faible niveau d'azote, donc en rouge, ou le fort niveau d'azote en bleu. Même si la sélection est conduite majoritairement à fort niveau d'azote, il y a un effet de la sélection sur le rendement à faible niveau d'azote. Donc on obtient la même chose, là il y a toutes les variétés, et là si on considère que les variétés BPS, donc les variétés panifiables supérieures, que je vais considérer par la suite. Donc après, pour revenir sur ce que Gilles a présenté, on a regardé deux choses. S'il y avait eu un progrès génétique pour la quantité d'azote absorbé, voilà, et donc vous avez ici la relation entre l'année d'inscription et la quantité d'azote absorbée, l'efficacité d'absorption de l'azote, et vous voyez que nous n'avons pas, dans nos conditions et avec ce panel, de progrès génétique pour la quantité d'azote absorbée, que ce soit à fort ou à faible niveau d'azote. Et donc c'est la même chose pour l'indice de nutrition azotée à floraison. Vous voyez qu'on n'a pas de modification par la sélection dans ce panel et dans nos conditions pour l'indice de nutrition azotée à floraison. Et ce qu'on voit en effet, c'est qu'on a eu une amélioration de l'efficacité de la conversion de l'azote, hein, telle que mesurée, telle que calculée selon la façon dont on l'a fait. Et vous voyez que aussi bien à fort niveau d'azote en bleu ou à faible niveau d'azote en rouge, on a eu une augmentation de cette efficacité de conversion de l'azote. Et on n'a pas eu d'impact sur le GPD, donc l'écart de la relation rendement-teneur en protéines. Les régressions sont un peu négatives, mais elles ne sont pas significatives. Ça veut dire qu'on a amélioré l'efficacité de conversion sans toucher sur le GPD ou la concentration en protéines du grain estimée de cette façon. Donc la dernière chose que je vais présenter, c'est quelques travaux qui ont commencé sur les racines. Bon, Alain vient montrer que les racines étaient quelque chose qui était important à considérer en sélection. Concrètement, il n'y a eu aucun travaux de sélection directe sur le système racinaire, parce que comme on l'a vu, c'est extrêmement compliqué à mesurer, surtout sur des effectifs très importants qui sont conduits en sélection.
Et donc on a réalisé une étude en utilisant la plateforme de Dijon, qui en rhizotube permet d'avoir accès à certaines caractéristiques du système racinaire. Bon, le gros avantage, c'est que c'est très haut débit, on peut plus passer plusieurs milliers de plantes à la fois. Le gros inconvénient, c'est quand on est en milieu artificiel et on reste à un stade jeune. Donc là, les rhizotroncs font à peu près 60 cm de hauteur. Et pour une variété, pour une espèce comme le blé, les racines atteignent 60 cm au bout d'une vingtaine de jours ou 25 jours. Donc on reste à un stade très très jeune. Bon, ceci dit, on a pu regarder quand même un certain nombre de choses. Et parmi les paramètres pour lesquels on a vu une évolution significative avec l'année d'inscription, donc là c'est un panel beaucoup plus large en fait qui a été regardé. Il y avait à peu près 800 variétés différentes de différents pays. C'est qu'on voit plutôt une tendance à la diminution du nombre de racines séminales, donc qui correspondent à peu près aux racines coronaires du maïs. Hein. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça correspond. Donc c'est relativement faible. Hein. Vous voyez qu'on était plutôt à 4,6 ou 4,7 racines en moyenne, et on est à maintenant à 4,4 ou 4,5. Donc il y a eu une tendance significative, mais relativement légère, à une diminution du nombre de racines de séminage. Et il y a eu une tendance aussi, mais là aussi relativement faible, à l'augmentation de la profondeur d'enracinement. Et là aussi, vous voyez que c'est des centimètres, hein, donc c'est 1 cm, donc ça reste très très faible. Donc c'est vraiment des tendances à regarder un très gros panel, plutôt moins de racines séminales et un peu plus profond. Donc voilà. Donc pour conclure cet exposé, il y a un grand nombre d'études qui montrent qu'il y a toujours un progrès génétique qui continue sur le rendement du grain du blé et d'autres cultures. Donc le progrès génétique ne semble pas se ralentir actuellement. Dans notre étude et dans un certain nombre d'études, d'autres études donc sur blé, nous n'avons pas montré qu'il y a eu un progrès pour l'efficacité d'absorption de l'azote, que l'on mesure par la quantité d'azote absorbée ou par l'indice de nutrition azotée. Mais par contre, il y a eu plutôt un progrès génétique sur la production de grains par rapport à l'azote absorbé, c'est donc ce qu'on appelle l'efficacité de conversion. Et je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, si on regarde pourquoi on a eu une augmentation du rendement en conservant la même concentration en protéines, quasiment la même concentration en protéines, c'est parce qu'on a eu une amélioration de l'efficacité de la remobilisation de l'azote, donc des parties végétatives vers le grain. Voilà, c'est une des choses qu'on a pu voir. Bon, par contre, si on veut aller plus loin et utiliser vraiment ces notions en sélection, il y a vraiment un verrou qui est très fort, c'est la facilité pour mesurer ces différents paramètres. En sélection, la majorité des sélectionneurs, vu les effectifs qui sont manipulés, hein, qui peuvent être plusieurs milliers de génotypes ou plusieurs millions de plantes, on mesure un rendement et une concentration en protéines. C'est très difficile de mesurer une biomasse et une concentration de la biomasse. Et donc là, ça reste vraiment un facteur limitant pour avoir accès donc, soit à l'INN, soit à l'efficacité d'absorption. Donc il y a peut-être des méthodes de phénotypage au débit liées à de la télédétection ou de l'utilisation de drones et des méthodes indirectes qui permettront un jour d'estimer une biomasse et une quantité d'azote absorbée. Mais ça reste vraiment un verrou qui est très fort. Donc là aussi on a parlé, c'est la même chose pour le système racinaire. Il y a quelques études qui ont été faites au champ, mais on est très limité si on a des gros effectifs. Et voilà. Et après, pour mentionner aussi qu'on a commencé des discussions donc, avec Ignacio Chiampiti et avec Gilles Lemaire pour réanalyser un certain nombre de données qu'on avait pour voir si on peut aller plus loin dans l'analyse de l'efficacité de l'utilisation d'azote. Voilà, merci. Je vais demander aux intervenants précédents de venir ici, Gilles Lemaire, et un moment d'échange avec la salle. Je crois qu'il y a une conversation. Parce que merci de vos questions. Le micro va circuler avec Sylvie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Hubert Bertrand. Nous sommes mécaniciens, donc on n'est pas dans votre spécialité.
Par contre, ce qui m'intéressait, c'est d'entendre votre commentaire sur l'importance de l'eau pour faciliter l'absorption de l'azote d'une part, et de la localisation des engrais par rapport à la position des racines, ainsi que la profondeur des racines. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il serait pertinent d'aller s'assurer qu'en irrigation et en fertilisation, elle se fasse en tenant compte de la localisation des racines? Je pense par là au principe de l'irrigation goutte à goutte en dessous de la surface. Oui, bon, on a un petit peu effleuré ce sujet, il faudrait presque une séance pour le traiter. Je vais dire 2 mots et puis Alain va compléter. Bon, je vous ai montré très rapidement une diapo qui montre que lorsque le sol s'assèche, le premier effet, c'est un manque d'azote. Et si on mesurait, ça serait plutôt d'abord un manque de phosphore. Je vous rappelle que moi j'ai pris conscience de ça dans les années 70 par un travail en Angleterre remarquable, je dis bien, qui aurait dû révolutionner l'agronomie. Des chercheurs anglais ont montré que le premier effet de la sécheresse en Angleterre, elle n'est pas terrible, hein, mais le premier effet de la sécheresse sur les prairies en Angleterre, c'était le manque d'azote et le manque de phosphore. Et ils ont démontré qu'en injectant de l'azote et du phosphore en profondeur, ils annulaient totalement les sécheresses en Angleterre. Moi, j'ai pris connaissance de ça dans les années 80 et j'ai travaillé là-dessus, on a publié. Donc c'est très clair, on ne peut pas raisonner la fumure sans raisonner l'accès à l'eau. Et à la limite, mettre de l'engrais sur un sol sec, n'importe quel agriculteur sait très bien que ça ne sert à rien. Non, mais sans aller jusque-là. Hein. C'est-à-dire que le sol produit, d'abord, le phosphore est en concentration dans les 10-20 premiers centimètres du sol. Et là où je tire la sonnette, les tenants du non-labour, ils sont bien gentils, et ça fait des dizaines de milliers d'années que nos grands-parents ont passé des journées entières au cul de leur cheval à labourer, c'était pas pour rien. C'était pour mélanger les apports de la matière organique et les minéraux dans une certaine profondeur du sol. Quand on aura maintenant 10 000 ans de non-labour, on va rigoler. Avec le micro. Ok. Oui, alors pour répondre à la question, oui, sans aucun doute, en termes de répartition spatiale au niveau horizontal, plus l'eau et les engrais sont mis là où sont les plantes, plus ça va être efficace, clairement. Après, une des difficultés de la fertilisation, c'est que en fonction des stades de développement, du climat, de l'espèce, les flux d'absorption d'eau sont souvent bien plus rapides que les flux d'absorption de minéraux. Donc un des risques de la fertilisation trop localisée, c'est d'avoir une concentration locale très forte des engrais, parce que la plante va absorber l'eau beaucoup plus vite que les éléments minéraux, et que donc ils vont se retrouver très très concentrés, très localement. Ce qui fait que ça peut nuire à leur diffusion un peu plus large. Voilà. Mais, donc ça c'est une des difficultés de la fertilisation, comment gérer par rapport à ce que vont prélever les plantes, parce qu'il n'y a pas de couplage entre l'absorption d'eau et l'absorption des minéraux, c'est vraiment des systèmes totalement différents. Comment gérer l'équilibre, hein, la concentration que l'on met très concrètement de nutriments dans la solution finalement nutritive, pour éviter ces problèmes-là de surconcentration locale d'éléments minéraux si l'eau est évaporée ou très rapidement prélevée par les plantes. Après, pour la localisation en profondeur, c'est un peu plus compliqué. Mais en termes de spatialité horizontale, oui, très probablement, c'est bien plus efficace. Michel ? Oui, je pense qu'on peut se partager les questions tous, puisque malheureusement, il n'y a personne qui nous regarde en ligne pour l'instant, donc avec le problème de l'ordinateur de Christine.
moi, j'ai plusieurs, même si j'ai été associé, bien entendu, et je remercie Jacques en particulier pour notre section d'avoir accepté donc, de participer. Mais bon, ça ne m'empêche pas de poser des questions. Alors, j'ai plusieurs questions. La première, donc, si j'ai bien entendu ce que tu as dit, Jacques, en ce moment, en moyenne, sur blé, il y a 3 apports, hein, c'est bien ce que tu as dit, d'azote. Alors, moi, je suis comme Gilles, hein, je suis fils d'agriculteur, donc arboriculteur, tu le sais, et donc j'ai quand même un peu l'impression que dans le nord de la Sarthe, où on a un climat, on va dire, pas très sec quand même, sauf l'an dernier, finalement, en fonction de la praticabilité, si tu veux, de rentrer dans les parcelles, il y a une variation quand même assez importante, si tu es dans les apports d'azote, par rapport, on va dire, à l'état de développement du blé. Est-ce que ça c'est suivi? Et est-ce que ce que tu lui as dit, puis je crois Alain aussi, c'est Alain je crois plutôt, donc sur les 60% d'ailleurs d'efficacité, d'efficience, est-ce qu'on connaît une variation là-dessus, si tu veux, interannuelle, en fonction des années, on va dire, humides ou pas? Parce que, comme vous le savez, je suis en Bretagne et je peux vous dire que la baie de Saint-Brieuc, c'est pas génial, quoi. Donc moi ça me préoccupe. Un autre point, et c'est plutôt pour toi là, ou Gilles, je crois, c'est j'ai eu l'impression que vous avez montré en fait un gradient des différents minéraux en fait à différentes, on va dire, profondeurs du sol, d'accord? Et donc je me demandais si la racine, si les transporteurs racinaires, en fonction de la profondeur de la racine, étaient plus ou moins efficaces par rapport à ce qu'il y avait de disponible dans leur environnement. Voilà. Le dernier point pour l'instant, je suis avec des copains, hein, donc le dernier point, c'est par rapport à ce que tu as abordé, Gilles, c'est le microbiome. Et plus on descend, moins il y a d'oxygène, d'accord? Et en fait, le microbiome change par rapport à ces capacités-là, y compris l'oxydation, etc. Est-ce qu'on sait des choses là-dessus par rapport effectivement à ce qui va être donné comme disponible en azote? Excusez-moi, ça fait beaucoup de questions, mais entre nous. Donc, 2 choses sur les apports d'azote, même si ce n'est pas complètement mon domaine, pour la fermentation azotée. Il y a beaucoup de choses qui sont actuellement. Il me semble qu'il y a 2 tendances. La première, c'est de dire que le blé peut être carencé pendant une certaine période. Surtout si ça arrive relativement tôt dans le cycle et qu'après ça peut être rattrapé. Donc on peut accepter que le blé soit carencé pendant un certain moment. Et la deuxième chose, c'est que pour les apports d'azote, en effet, pour qu'ils soient valorisés par la culture, il faut de l'eau. Et donc de plus en plus, il y a en effet un schéma théorique où on dit qu'on veut suivre les besoins d'azote de la culture. Mais il y a un schéma qui est pratique, c'est-à-dire qu'il faut savoir quand il y a une forte probabilité pour avoir une pluie dans les prochains jours, et les apports d'azote sont beaucoup décidés en fait en fonction des prévisions de pluie ou d'humidité du sol dans les prochains jours. Donc voilà, donc il y a un aspect théorique, un aspect très pratique qui va dépendre de plus en plus des conditions météorologiques de la saison. Bon, je vais te parler que des transporteurs de nitrate parce qu'il n'y a que pour lesquels j'ai la réponse. Le reste, je ne sais pas trop. Non, il n'y a pas d'impact, à part, si tu veux, les quelques millimètres de la pointe de racine où souvent on ne trouve pas d'expression des gènes qui codent ces transporteurs. En fait, les transporteurs de nitrate, ils vont être présents là où il y a du nitrate. Parce que les gènes sont dits inductibles par le nitrate. Donc les cellules, ce sont les cellules racinaires au contact du nitrate qui vont produire ces transporteurs pour prélever le nitrate là où il est. Qu'il soit en surface ou en profondeur, cette capacité-là qu'ont les cellules à mettre en place ce transporteur dès qu'il y a du nitrate dehors, elle est conservée. Donc a priori, rien qui montre qu'on perd de l'efficacité physiologique d'activité de ces systèmes de transport si on est trop profond dans le sol. Après, il peut y avoir des problèmes d'oxygène, mais ça va affecter le métabolisme général des cellules. Mais pour les autres éléments, j'ai un petit concerne la nutrition en fer, chez les graminées. C'est un travail qui a été fait il y a très longtemps dans le labo de Nico Van Dieren. Et enfin, c'était même, il était étudiant d'ailleurs, je crois à l'époque, avec Rommel et ces gens-là.
Et en fait, ce qu'ils ont observé, si tu veux, c'est que chez le maïs, la nutrition en fer du maïs se fait par la sécrétion de sidérophores, qui sont en fait des condensés de méthionine. Pour te la faire courte, c'est 3 molécules de S-adénosine méthionine. Et donc, c'est des molécules organiques. Et ils se sont rendus compte, si tu veux, qu'en fait, ça avait relativement peu d'efficacité avant une certaine profondeur, parce que c'était bouffé par les micro-organismes. C'était un composé organique, c'était bouffé par les micro-organismes. Et au-delà d'une certaine profondeur, en fait, ça devenait extrêmement efficace pour la nutrition en fer, parce que la microflore du sol avait changé, et il n'y avait plus de micro-organismes qui se nourrissaient de ce composé-là. Donc, dans ce cas, c'est un petit exemple, mais ça montre bien qu'effectivement, en fonction de la profondeur, au moins pour cet élément-là et dans ce mode de nutrition-là, tu avais une influence de la profondeur sur l'efficacité de nutrition par les sidérophores et par les transporteurs associés. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le changement de paradigme, enfin le changement d'approche que l'on propose, nécessite de voir qu'est-ce qu'on demande à la plante. On demande à la plante d'aller chercher de l'azote là où les autres n'étaient pas capables. Et d'où il vient cet azote? L'azote, il vient du turnover microbien. C'est-à-dire qu'on a oublié qu'un sol, c'est d'abord... Alors, il y a des argiles, j'ai appris ça, il y a du limon, il y a du sable et du machin, et il y a des microbes. Les microbes aiment bien l'argile. Hein. Voilà, en plus. Et que la plante se nourrit, les microbes sont des producteurs et des consommateurs d'azote. Ils produisent et ils consomment. Et la plante essaye de piquer de l'azote au passage. Et ça se passe dans des endroits où il y a des microbes, où il y a de la matière organique. Donc ça se passe dans 30 cm du sol. Alors bien sûr, il y a de l'azote qui peut descendre. Et il peut être malin d'avoir des racines qui aillent chercher de l'azote à 80 cm. Mais c'est presque un sauvetage in extremis. C'est que le système, il a déjà mal marché avant, si l'azote a déjà descendu là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est des plantes qui prennent l'azote à la source. Alors, quand on apporte de l'azote, de l'engrais, on enrichit la solution du sol. Les microbes s'en nourrissent d'ailleurs, mais la plante, si on veut qu'elle soit efficace au niveau de son absorption, c'est bien de prélever davantage dans la rhizosphère l'azote dans le turnover microbien. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et probablement, c'est des propriétés racinaires qu'on connaît mal, qui sont géométriques, architecturales, mais peut-être même très biologiques. C'est comment la plante fait-elle, agit-elle sur le microbiome de sa rhizosphère pour que ceci lui donne un petit peu d'azote. Moi, quand je vois la différence qu'il y a entre un maïs et un sorgho, vous arrachez là, comme les photos vous mettez un maïs et un sorgho, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, les racines. Mais je voudrais savoir jusqu'où ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est l'angle, tout ça, ou est-ce que c'est même la constitution même des tissus racinaires, ou je dirais les excrétas racinaires que la racine produit pour entretenir les microbes autour. Voilà, là il y a un monde à explorer. Et ça se passe dans les 30 premiers centimètres. Ce qui se passe en dessous, c'est ce qui s'est déjà échappé du dessus. Hein. Et pour le phosphore, il ne bouge pas beaucoup. Hein. Il faudra aller le chercher là où on le met. Alors les engrais, on les met en surface, je ne sais pas comment les mettre autrement. Et l'azote endogène du sol, il vient de la matière organique, il est lié à la biomasse microbienne et aux matières organiques qu'on enfouit, et il sera jusqu'à plus ample informé dans les 30 premiers centimètres. Voilà. Bernard Montbollet, je ne suis pas spécialiste de ce que vous traitez, mais il y a des choses qui m'interpellent, parce que les agriculteurs qui se sont lancés dans l'agriculture de conservation des sols mettent en avant comme quoi ils observent, ça confirmé par les travaux de recherche, donc l'intérêt des remontées de terrain et puis le dialogue entre les agriculteurs et la recherche, me paraît fondamental.
mettent en avant qu'ils observent d'abord une capacité de retention du sol pour l'eau plus importante. Donc, en période de déficit hydrique, ils ont tendance à avoir plutôt des cultures qui résistent mieux à la sécheresse. Ensuite, ils mettent en avant tout le développement microbien, qui est globalement plus important, donc ce que disait Gilles Lemaire, que je comprends complètement. Et puis, tout l'aspect, alors vous en avez parlé un petit peu avec le microbiome, mais au moins laboratoire, mais ça a été confirmé, je crois, au champ aussi, tout l'aspect des relations entre les plantes et les mycorhizes, par exemple, ou un ensemble d'organismes vivants dans le sol. Il semblerait, d'après ce que j'ai lu, justement, cette agriculture de conservation des sols a plutôt tendance à favoriser toutes ces relations et donc à améliorer quelque part aussi l'efficience, puisque les micro-organismes associés à la rhizosphère peuvent contribuer également à chercher une capacité pour aller chercher de l'eau ou certains éléments minéraux dans le sol. Donc, quand on dit attention, qu'est-ce qui va se passer sans labour, je me dis, en plus, historiquement, je pense que le labour a été surtout fait pour lutter contre le lézard dans un premier temps. C'était pour enfouir les fumées, hein. Pour enfouir. Oui, c'est vrai aussi, mais c'était aussi pour ça avait un rôle, enfin, dans beaucoup de cas aussi un rôle pour maîtriser le désherbage de certaines cultures. Donc, je voudrais, pour m'éclairer un petit peu, parce que j'ai l'impression que là, on est à deux choses un petit peu différentes. Et puis ma deuxième question, c'était concernant on voit qu'au niveau de la génétique, il y a des structures au niveau racinaire qui peuvent être très différentes, notamment au niveau du blé, avec des systèmes racinaires très très différents. Alors, comment faire pour obtenir la variété idéale? Et peut-être que la solution, c'est d'associer ou de mélanger des variétés différentes dans une culture, des propos qu'on retrouve aussi pour d'autres objectifs, lutte contre les maladies, etc. Faut-il encore que ce soit une information qui soit disponible pour les agriculteurs? Et moi je suis très étonné, moi j'ai appris il n'y a pas très très longtemps, mais aujourd'hui un certain nombre les sélectionneurs dans globalité, ne donnent pas par exemple les gènes de résistance à certaines maladies qui sont contenus dans la variété, ce qui pose un problème pragmatique pour l'agriculteur, parce que quand il va éventuellement choisir le meilleur variétal, comme il ne connaît pas les gènes de résistance qui peuvent être différents selon les variétés, l'intérêt c'est de prendre des gènes de résistance différents pour les mélanges, il n'a pas cette information. Donc il posera aussi le problème d'avoir la disponibilité de l'information jusqu'à l'agriculteur. Bon, je vais répondre très, très rapidement sur ma petite plaisanterie sur l'agriculture de conservation. J'ai rien contre et je suis d'accord avec vous, l'agriculture de conservation a des propriétés et des qualités indéniables. Remettre de la végétation, c'est remettre des microbes dans le sol, c'est remettre de la matière organique. Tout ça, très bien. Je dis, quand on dit ça marche, je dis ça marche. Pourquoi? Ça marche parce qu'on a 10 000 ans de labour derrière nous. C'est-à-dire qu'on a fait des sols pendant 10 000 ans avec des labours. C'est-à-dire qu'on a enrichi le sol sur 30 cm de matière organique et on a mis du phosphore. Parce que, croyez-moi, il y a demandé aux gens de la Marne, sans phosphore, il ne ferait pas 90 quintaux de blé. Hein. Bon, et si on remet des sols de la Marne sans labour pendant 90 ans, et avec du phosphore sur 5 cm, vous ne ferez plus 90 quintaux de blé dans la Marne. Donc, ce que je veux dire, c'est quand on dit qu'on a mis en place un système de culture, ben c'est un système de culture qui profite du système de culture d'avant. Maintenant, dans 150 ans ou dans 50 ans, qu'est-ce qu'il en sera? C'est ça que... Donc on est bien d'accord, aujourd'hui ça marche, c'est très favorable, mais mettons un peu de mémoire dans les agronomes. Hein, on sait d'où on vient, on sait ce dont on hérite,
Bon, donc ça, voilà. Bon, donc, sinon, c'est entièrement d'accord avec vous, bien sûr, on est dedans. Bon, sauf sur le problème de l'eau, l'agriculture de conservation, si vous mettez un couvert végétal constant, quand il fait sec, c'est un petit peu plus difficile. Hein, voilà. Ça marche bien quand il y a de l'eau. Je voudrais juste ajouter, pour être un petit peu provocateur, que l'agriculture de conservation, comme vous l'avez évoqué, c'est très bien pour les adventistes. Non, c'est pas très bien pour les adventistes, puisque le labour. Donc, je pense que ça marche très bien, à condition qu'il y ait un peu de glyphosate. Oui. En plus. C'était une plaisanterie. Ça tombe bien, je suis agriculteur en agriconservation depuis 25 ans et dans la Marne. Et en 1976, il a fait très sec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'étais jeune technicien. Et j'ai fait des profils culturaux à la pelle hydraulique, à 2 mètres de profondeur. Et il y avait des racines de blé à 1 mètre. Alors que vous labouriez à 20 cm, comme c'est le cas dans la Marne, ou pas du tout, le blé va chercher ses éléments nutritifs avec ses racines là où ils sont. Donc probablement qu'il va les chercher au-delà de 20 cm. Ça c'est le premier point. Deuxième point, j'ai observé comme vous, pour faire des couverts végétaux depuis 25 ans, que dans les croisements d'azote, de renverisateurs, quand il fait très sec, les couverts ils sont 2 fois plus hauts dans les croisements d'azote que là où il y avait la dose 5. Ça veut bien dire effectivement que ce n'est pas forcément de l'eau dont manque le couvert, mais c'est de l'azote. C'est un constat, et qu'on soit en acte de conservation ou en labour d'ailleurs. Et puis il y a un point que vous occultez, je ne sais pas pourquoi, c'est que quand on ne laboure plus et qu'on met des plantes à la place de la ferraille, les plantes elles font des racines, donc elles laissent des porosités, micro-macro-porosités. Il y a des vers de terre, vous venez chez moi, vous verrez le tas de turricules qu'il y a au sol et vous marchez sur du velours, ce qui montre d'ailleurs que l'eau s'infiltre beaucoup mieux, parce que j'ai aussi des solides hydromorphes en plateau de bris. L'eau s'infiltre beaucoup mieux dans les systèmes en non-labour que dans les systèmes labour. C'est donc qu'il y a une perméabilité qui est créée par la porosité naturelle, si vous voulez, qu'on ne démonte pas par les travaux du sol. Donc voilà, je voulais juste apporter ça parce que je ne suis pas sûr que dans 150 ans, de toute façon, aucun d'entre nous sera là pour voir si on a eu tort ou raison. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est que les systèmes en non-labour sont des systèmes qui permettent, comme vous l'avez dit, de verdir le sol, et donc probablement d'attirer un peu plus l'eau que dans les systèmes où il n'y a pas de couverture végétale et où il y a un désert l'été, comme on voit souvent dans la Marne d'ailleurs, et même en hiver, actuellement c'est labouré, partout où les gens labourent, c'est tout blanc. Alors je ne sais pas si c'est bon pour le sol, si c'est bon pour la microfaune, mais voilà, les gens qui ne labourent pas, au moins dans les terrains qui sont couverts, qui ne s'érodent pas, et dans les drainages, parce que j'ai aussi des drainages, eh bien l'eau qui coule elle est claire. Voilà, merci. Les aspects phénotypes d'architecture racinaire, on n'en est pas là du tout. Hein. Vous verrez que si vous regardez, tous les résultats que je vous ai présentés ont moins de 10 ans. Donc c'est quelque chose qui est encore très récent en recherche, et à ma connaissance, on n'est pas encore, notamment sur le blé, à proposer des variétés à système racinaire profond, superficiel, etc. Il y a pas mal de travaux qui sont conduits sur les mélanges de variétés sur blé, parce que ça occupe une surface importante maintenant en France, à peu près 20% des surfaces. Mais on manque de critères en effet pour associer les variétés. On connaît le niveau global de résistance aux maladies, mais en effet, il n'est rien n'est publié sur le contenu en gènes ou sur les... parce qu'on ne le connaît pas, puisqu'il y a des gènes qui ne sont pas connus, donc voilà, c'est compliqué pour l'instant de communiquer là-dessus. Et simplement pour revenir sur le système racinaire, il me semble que l'exploration du sol en profondeur peut quand même fournir un certain nombre d'éléments de nutriments et d'eau. Donc il est quand même important d'avoir des variétés qui ont un système racinaire assez développé. Et dans certains pays, ils travaillent sur la vitesse de croissance du système racinaire pour que très vite la plante puisse aller prélever de l'eau ou des nutriments. C'est le cas de l'Australie par exemple, où ils travaillent beaucoup sur les vitesses de croissance pour que très vite la plante s'installe. D'avenir, bon, c'est quand même une revue de vulgarisation sérieuse, au mois d'avril, que des chercheurs de l'université Monash en Australie avaient trouvé le moyen de fabriquer de l'azote, mais en température constante. Alors, avec des sels de phosphonium qui se seraient avérés aptes
à produire de l'ammoniac sans hydrogène à température ambiante et avec un bon rendement. Alors on dit, bah, les agriculteurs vont fabriquer leurs engrais facilement. Alors est-ce que c'est sérieux ou est-ce que là, c'est comme la mémoire de l'eau, ou les avions renifleurs, quoi? Tout ce que je sais, c'est mes connaissances en chimie qui remontent à longtemps, c'est que de toute façon, ça demande beaucoup d'énergie pour créer du N2 et de faire de l'ammoniac. Alors, s'il y en a qui ont de l'énergie gratuite et qui arrivent de le faire sans énergie, je ne sais pas comment faire. Voilà, vous m'apprenez la nouvelle, mais ça m'étonne. Ça m'étonne. Non, mais moi aussi. André. J'ai travaillé pendant 15-20 ans sur l'efficacité d'absorption de l'azote chez le maïs, l'étude de la variabilité génétique. Donc j'ai étudié aussi le progrès génétique. Alors je vais vous faire part de résultats qui complètent ceux de Jacques sur le blé. Et donc, mais ils sont différents justement, parce qu'on montre sur le maïs qu'il y a eu amélioration de l'efficacité d'absorption et aussi, bien sûr, de l'efficacité d'utilisation, l'efficacité métabolique. Et en plus, depuis 30 ans, parce que à peu près 30 ans, c'est-à-dire depuis les années 90, les doses d'azote n'ont pas augmenté, et le progrès génétique pour le rendement continue. Donc ça veut bien dire que globalement, il y a une amélioration de l'efficacité d'utilisation de l'azote. Et on a pu montrer dans ces études qu'il y avait finalement aussi une corrélation, quand on étudiait les variétés à 2 doses d'azote, une corrélation entre les rendements à forte dose d'azote et à faible dose d'azote. Donc ça s'explique très bien en fonction des courbes que Gilles a données. Mais on peut conclure de ça, et on l'a montré parce qu'on a fait une expérience de sélection comparée à forte dose d'azote et faible dose d'azote. Et on a pu montrer que chez le maïs, à faible dose d'azote, il n'y avait pratiquement pas de progrès génétique, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que le progrès génétique dépend, on peut dire, de l'efficacité d'appréciation des différences génotypiques à travers ce qu'on mesure, le rendement, le phénotype. Et à faible dose d'azote, en fait, il y a très peu de variabilité génétique parce qu'il y a beaucoup d'influence du milieu. Il apparaît, si on met pas d'azote, il y a des tas d'autres influences du milieu qui apparaissent. Et en termes de génétique, on dit que l'héritabilité du caractère rendement est très faible à faible dose d'azote. Donc on a montré que si on veut un progrès génétique, il vaut mieux sélectionner, si on veut un progrès génétique à faible dose d'azote, il vaut mieux sélectionner à relativement forte dose d'azote pour avoir une réponse corrélative à faible dose d'azote. Et tu mettras plus d'azote. Non, ça permet simplement d'avoir une sélection plus efficace. Monter jusque-là en France. Ah non, mais ils produisent 40 tonnes de biomasse. Non, mais le problème, tu ne peux pas construire de la biomasse si tu as plus de biomasse à construire, il faut mettre plus d'azote. Non, mais d'accord, mais tu ne peux pas en conclure que tout progrès génétique a été réalisé parce qu'on a augmenté la dose d'azote. Je te réponds que depuis 30 ans, on met beaucoup moins d'azote finalement. On a diminué de 20%. On a appris à ne pas gaspiller, André. Ne confonds pas les choses. Il y a des gens qui mettaient trop d'azote, maintenant ils ont appris à ne pas en mettre trop. Mais la dose optimum pour obtenir à augmenter, c'est pas ce que font les agriculteurs. S'ils jetaient de l'azote par les fenêtres, c'est pas notre faute. Bon, donc le problème, on met moins d'azote dans la pratique parce que les gens ont appris à faire attention. Mais il faut plus d'azote aujourd'hui quand tu augmentes les rendements. C'est clair. Ça peut. Je te réponds non, puisque. Écoute, André. En 30 ans, on n'a pas augmenté les doses d'azote et le rendement a continué à augmenter. Eh bien, tu as fait un miracle. C'est une évidence.
C'est une évidence du contraire. On a augmenté l'efficacité d'absorption de l'azote en même temps que l'efficacité d'utilisation. Juste pour clore le débat, il y a une ou deux publications qui tranchent ça sur les 15 dernières années. Augmentation du Y max d'un facteur 2, augmentation de l'apport d'engrais azotés au niveau international. Hein. Augmentation de l'apport d'engrais azotés pour obtenir cette augmentation d'un facteur 2 du Y max, augmentation d'un facteur 7 de l'apport d'engrais. Donc ça, c'est une donnée bibliographique. Oui. Voilà. Je pense qu'il faut que nous passions la parole à Jean-François pour qu'il conclue, parce qu'il faut qu'on termine la séance dans les temps. Chers amis agronomes, chers amis généticiens, la controverse est loin d'être terminée, hein, vous avez pu le constater. Je vais essayer très brièvement et en termes très simples un petit peu de résumer cet après-midi et de donner quelques perspectives qui me semblent importantes. Donc en gros, je pense que vous l'avez bien compris sur la dernière intervention entre André et Gilles. Pour faire simple, le progrès génétique nous permet d'améliorer le Y max. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été comme ça. Mais avec une fertilisation minérale, en particulier azotée, importante, que l'histoire, maintenant, qualifie d'excessive, compte tenu, des problèmes environnementaux qui datent d'un bon moment, mais je pense qu'il faut aujourd'hui y rajouter le coût énergétique de la production des engrais, parce que si les gens mettaient trop d'engrais, je pense qu'ils vont réfléchir à deux fois par rapport à ce que ça leur coûte maintenant. Donc à ce schéma qui a été bien débattu, hein, on l'a vu, un autre schéma compte tenu entre autres de l'acquisition de connaissances sur le développement racinaire que Alain nous a bien présenté et illustré, fait que les mécanismes biologiques du développement racinaire sont de mieux en mieux compris au niveau des voies de signalisation, au niveau des gènes impliqués, au niveau de l'architecture racinaire et de son importance pour le prélèvement des éléments minéraux et de l'eau. Et donc, la question qui se pose, c'est comment va-t-on pouvoir utiliser cette connaissance pour une amélioration génétique de la meilleure efficience possible de l'absorption minérale par les racines. Donc passer d'un système où on mesurait en fait, pour faire court, les Y max ou la concentration en protéines des grains, tout ça, à quelque chose qu'on pourrait maintenir en termes de rendement, au sens large, avec une fertilisation minérale, et en particulier une fertilisation azotée, qui soit le plus diminuée possible, la plus basse possible. L'enjeu, il est là. L'enjeu, il n'est pas de dire qu'on peut y arriver par l'agronomie, pas par la génétique, ou par la génétique, pas par l'agronomie. L'enjeu, c'est comment rester à un niveau de production qui soit satisfaisant pour notre économie et pour les consommateurs que nous sommes et pour l'agriculture et pour les agriculteurs. Donc, garder un niveau de production quantitative et qualitative, améliorer cette production par la sélection génétique et l'amélioration des plantes, mais en ayant à l'esprit que pour des raisons à la fois environnementales et économiques, on sera et on est déjà obligé d'utiliser le moins d'engrais possible. Donc pour ça, si on se concentre sur ce qu'Alain nous a raconté et sur ce que Jacques nous a dit par rapport aux essais qui avaient été faits, entre autres avec le phénotypage à Dijon, quel trait racinaire améliorer? On a bien vu que ce n'était pas quelque chose d'aussi simple que ce qu'on pourrait penser. On n'a qu'à faire des grosses racines, des longues racines, et puis ça va régler tous les problèmes de nutrition de tous les éléments, à tous les moments, quel que soit le climat, quelle que soit la pluie. On a vu, Alain nous a bien illustré ça, que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et qu'il y avait des situations paradoxales. Ce qui peut être avantageux à un moment donné, pour des raisons pédoclimatiques précises, n'aura aucun impact dans d'autres conditions pédoclimatiques. Donc l'idéotype racinaire, il n'est pas si idéalement défini que ça pour l'instant. C'est un sujet de débat comme Alain l'a souligné. On a vu également que sur cette prospective d'avoir un système racinaire adapté à maintenir un rendement optimum avec un niveau de fertilisation d'engrais de synthèse diminué, eh bien, ça supposait des développements méthodologiques extrêmement importants, en particulier de phénotypage, ça a été très bien illustré par les exposés de Jacques et d'Alain. Quoi mesurer et comment le mesurer? On ne peut pas faire du haut débit sur
l'angle qui va varier de 30 degrés à 38 degrés, et des choses comme ça, en amélioration. C'est quelque chose de trop compliqué à mesurer. Donc il y a un effort méthodologique extrêmement important à faire sur ces phénotypages racinaires, et un des points que Alain a souligné, qui moi me paraît extrêmement important, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas accéder à des paramètres plus facilement mesurables, qui seraient par exemple des paramètres foliaires, mais qui rendraient compte finalement d'efficacités différentes de paramètres racinaires. Ça va être une voie extrêmement intéressante, des gens y travaillent, et ce serait quelque chose d'important. L'autre chose, c'est peut-être que la connaissance de tous les gènes qu'on a maintenant, qui contrôlent le développement racinaire, l'architecture racinaire, et en fonction de contraintes environnementales, on sait les gènes qui vont contrôler le nombre de racines secondaires en réponse à une carence en phosphore ou en azote. Donc, il y a une collection de gènes connus maintenant pour réguler ces aspects d'architecture racinaire qui sont extrêmement importants. Ils sont certainement, pour un certain nombre d'entre eux, utilisables comme marqueurs moléculaires dans les programmes de sélection. Je ne pense pas, à ma connaissance, que ces choses-là soient développées pour l'instant. Donc, pour en finir, la question qui se pose, c'est comment intégrer au programme de sélection, sans renier tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, bien sûr, et qui continue d'être fait, comment augmenter ce potentiel en y intégrant des connaissances, des mécanismes d'adaptation de l'architecture racinaire aux contraintes nutritionnelles. En gros, tout ce qui est découvert de façon mécanistique par les biologistes, et moi je trouve que là, il y a toujours, et ça fait 30 ans que j'observe ça, peut-être plus, il y a toujours un gap entre ce qui est découvert au niveau fondamental. Alors en médecine, c'est moins vrai, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Enfin, mais il y a un gap qui est encore, de mon point de vue, beaucoup trop important entre ce qui est découvert d'un point de vue mécanistique. On connaît les gènes, parce qu'Alain vous l'a montré, on est capable de faire des racines qui sont, qui sont plus longues, ou qui sont moins profondes et plus larges. On sait les gènes qui contrôlent ça. Comment est-ce qu'on passe de cette connaissance-là à des programmes de sélection qui permettent d'avoir des plantes le mieux adaptées possible à un prélèvement minimum et qui vont donner un rendement maximum? Sachant que, on a bien vu, Alain l'a bien illustré, qu'en fait, la variation phénotypique due à l'environnement est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, on arrive à ce qui a été débattu également. Est-ce que ce n'est pas finalement le mélange de génotypes différents pour avoir une situation moyennée? Et là, on retombe sur ce qu'évoquait Jacques à la fin de notre discussion tout à l'heure. C'est finalement, on manque d'outils pour analyser ces situations-là. Voilà très brièvement ce que je pense être les pistes à développer dans le futur. Et je vous remercie pour votre participation active à cette séance.